Suivez toute l'actualité avec Télé 50. « 18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct avec deux thématiques pour deux invités. Nous allons parler de cette crise, on peut le dire, par rapport à la désignation des animateurs au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Et aussi les propos d'Ambongo, certainement, l'UDPS en émeut, l'UDPS a beaucoup plus réagi. La réaction aussi de l'UDPS par rapport à ces propos. C'est ainsi que nous allons recevoir Jean Dédieu Minengou. Lui, il est le secrétaire national de l'UDPS en charge de la vulgarisation et aussi coordonnateur adjoint de l'ACTET. Avec lui, on va parler de l'ACTET, on va aussi aborder la situation d'actualité en République démocratique du Congo. Gestion des immondices, quelle politique pour mettre fin à l'insalubrité? Nous allons parler avec Dieu merci Dimonekene. Voilà, il est analyste politique. Avec lui, il va nous amener son expertise pour mettre fin à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa Direct. Bien avant cela, nous avons Bédine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. L'état de siège en Ituri commence à produire des résultats. Les habitants du Roumou, des Marabou et des Niakoundé ont regagné leur village. Ils étaient encadrés par les FARDC qui veillent désormais à leur sécurisation. Le ministre du Tourisme, Modéron Simba, vient de donner le go des travaux de rénovation du site touristique du Jardin zoologique de Kinshasa, un projet qui sera réalisé grâce à l'appui du Fonds pour la promotion du tourisme. Célébrée normalement le 22 juillet, la journée nationale de la presse au Congo a eu lieu ce jeudi. Le thème choisi pour cette année est comment combattre la désinformation. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC section Kinshasa, a rappelé son discours de campagne qui s'était apaisanti également sur la lutte contre la désinformation. Dans l'actualité panafricaine au Mali, rebondissement dans l'affaire Birama Touré, journaliste d'investigation disparu depuis 5 ans. Le général Moussa Diawara, ancien directeur de la sécurité d'État, a été inculpé et mis sous mandat de dépôt par un juge du tribunal de la commune 4 de Bamako pour complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture ce jeudi. Dans le même dossier, un mandat d'arrêt international a été aussi lancé contre Karim Keïta, ancien député et fils de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition ce soir par Gloria Mbouya. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Bédine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera 19h et à Kinshasa, 20h, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tout de suite, nous allons recevoir. Il est professeur, il est aussi secrétaire national et aussi, il est coordonnateur adjoint. Avec toutes ces casquettes, Jean Dédieu Minengou, c'est tout de suite. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.télé50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwalamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous.
Voilà, tel qu'annoncé, nous allons recevoir le professeur Jean Dédieu Miningou. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, David. Voilà, beaucoup d'actualités, surtout ces derniers temps, où on voit l'UDPS sur le front, alors que nous savons que dans l'Union sacrée, pas seulement l'Union sacrée, d'abord dans CACH, il y a UDPS UNC, UDPS aussi, si c'est dans l'Union sacrée, il y a Ensemble. Maintenant, cette fois-ci, c'est l'UDPS qui est seul au front. C'est ce que vous aviez voulu pendant tout ce temps. Nous sommes sur quel front exactement? Oui, on voit sur plusieurs fronts au niveau de la CENI, avec votre candidat Kadima que vous aviez voulu soutenir. On vous a vu défendre la loi Tchani, tout ça, l'UDPS. Donc l'UDPS est sur plusieurs fronts. Et l'on se demande, est-ce que l'UDPS ne va pas s'essouffler? On commence par quel front alors? Non, mais c'est à vous maintenant de voir. Très bien. Quel front? Le front loi Tchani, front Senko, avec le candidat Denis que vous soutenez, Denis Kadima. Très bien. J'aimerais qu'on commence par le front Tchani. Je voudrais qu'on commence par le front Tchani, la loi Tchani. Que vous soutenez à corps et à cri. Non, il ne faut pas aller très vite pour faire cette conclusion. Tchani n'est pas de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et le député qui a présenté la loi à l'Assemblée nationale n'est pas de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il était du PPRD ou du Front commun pour le Congo. Tchani n'a jamais été du PPRD. Non, les députés qui ont été Pouloulou. Pouloulou. Et actuellement, il est de l'Union sacrée. Bien sûr. Une loi sous-traitée par l'UDPS. Non, il faut éviter... L'UDPS ne sous-traite pas ça. David, il faut éviter d'aller vers des conclusions très faciles comme ça. Je voudrais d'abord revenir... Moi, je souhaite qu'on discute sur les principes, sur la loi en elle-même. La loi Tchani, que beaucoup de compatriotes qualifient de la loi sur la congolité. Je voudrais préciser ici que Tchani, ce n'est pas aussi n'importe quel citoyen, c'est un intellectuel. J'ai essayé de parcourir, de lire de façon débarrassée de tout ce qu'il y a comme humeur, de tout ce qu'il y a comme sentiment. La loi que Tchani a rédigée, les projets de loi bien sûr, il ne s'agit pas d'une loi sur la congolité. C'est-à-dire quand on parle de la congolité, beaucoup de gens font référence à ce qu'on a appelé en Afrique, en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle l'ivoirité. La loi Tchani ne remet pas en cause la nationalité de beaucoup de compatriotes, mais la loi Tchani essaye de protéger ce que nous appelons les fonctions régaliennes, les fonctions les plus importantes. Et pourquoi l'UDPS soutient ça? Contrairement aux autres... L'UDPS n'a pas soutenu. Je m'excuse, vous n'avez jamais vu une activité organisée par l'UDPS ou une manifestation pour dire nous soutenons la loi Tchani. Oui, mais plusieurs militants, ceux qui sont proches, parce que en fait, au niveau de l'Union sacrée, à part l'UDPS, qui soutient cette loi? Est-ce que vous pouvez écouter le point de vue que je vais vous donner? Très bien. C'est que beaucoup de compatriotes, certains compatriotes disent que la loi Tchani est exclusive. C'est ça, non? Mais il faut faire attention de ramener la loi sur les individus. Les lois sont élaborées sur base de quoi, mon frère David? Les lois sont élaborées sur base de l'histoire d'un peuple, sur base de la culture, des coutumes. Quelle est l'histoire récente? Quelle est l'histoire lointaine de la République démocratique du Congo? Notre pays a souffert, il y a à des moments très lointains, de ce que nous appelons l'esclavagisme. La République démocratique du Congo a souffert de la colonisation. La République démocratique du Congo a souffert de ce que nous appelons les dictatures qui se sont succédées. Ce qui veut dire que les lois qui doivent être élaborées par les législateurs, ce sont des lois qui prennent en compte tous ces événements historiques dans l'objectif de ne plus ramener la République démocratique du Congo, le peuple congolais, d'être plongé dans ce que nous appelons l'esclavagisme, la colonisation et la dictature qui se sont soulevées. Quelle est notre histoire récente? Notre histoire récente, mon frère David, en tant que peuple citoyen, vous connaissez ce qui s'est passé dans ces pays. On a vu les informations secrètes de la République se trouver entre les mains
des pays voisins de la République démocratique du Congo. Et cela veut dire quoi? C'est que Cela veut dire qu'il y a eu dans ces pays des gens qui avaient des responsabilités, qui pouvaient défendre en même temps les intérêts de la République démocratique du Congo et les intérêts d'autres nations. Et ceux qui détournent aujourd'hui, ce sont des pères et des mères. Attention, ça, vous êtes en train de voir les choses. Oui, parce que le problème, c'est quoi? C'est que, professeur, j'aimerais aussi qu'on soit sur des principes. Vous aviez parlé des renseignements, mais n'oubliez pas que le président lui-même l'a dit, le président Félix Tshisekedi. Si le pays est là où il est aujourd'hui, ce sont ceux-là que vous appelez des pères et des mères qui ont amené le pays là où il est. Très bien, je suis d'accord avec vous par rapport à ce que vous venez de dire, David. Vous savez que toutes les lois du monde, quand vous voyez les lois, elles sont exclusives. Parce que si les lois ne sont pas exclusives, la société ne va jamais fonctionner. Et vous n'aurez jamais une loi dans votre pays. Je suis enseignant à l'université de Kinshasa. La loi sur l'enseignement dit ceci. Pour être doyen de la faculté, vous devez avoir au moins les grades de professeur ordinaire. À défaut d'avoir un professeur ordinaire, vous devez avoir les grades de professeur full. Ce qui veut dire que les professeurs associés, les chefs de travaux, les assistants, les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sont exclus de poste du doyen. Oui, mais cela ne veut pas dire, attention David, cela ne veut pas dire que ces gens-là ne sont plus des agents de la faculté. Ils appartiennent à la faculté, mais pour être doyen, voici les conditions. Donc, toutes les sociétés du monde fonctionnent avec des lois. Mais c'est une loi anticonstitutionnelle. Il n'y a rien d'anticonstitutionnel. Elle est anticonstitutionnelle parce que d'abord, elle porte atteinte à des libertés individuelles, elle porte atteinte, elle réduit aussi certains droits. Très bien, je suis d'accord avec vous. Revenons sur la loi électorale. En 2018, pour être candidat président de la République, il fallait réunir une caution de combien? De 100 000 $. Ce qui, David, il faut bien analyser ça. Combien de Congolais sont exclus par rapport à cette disposition de la loi électorale? Alors, la loi Tchani, c'est une loi électorale ou c'est une loi sur... La loi, elle reste la loi. Oui, mais il faut différencier, non? Il faut différencier, est-ce la loi électorale ou... Dans la loi organique, la loi, elle est la loi. C'est pourquoi vous avez vu, dans la loi électorale, pour être candidat, vous devez réunir 100 000 $. Combien de Congolais sont exclus? Je ne vous ai jamais vu, vous, la presse, être mobilisé pour dire qu'il y a au moins, si je ne me trompe pas sur le plan statistique, 99% des Congolais exclus qui ne peuvent être candidats. Moi, je suis professeur d'université. Si on s'en tient à cette disposition, pour que moi, en tant que professeur d'université, avec un salaire de 1 000 $ en moyenne, je dois économiser pendant 100 ans. Alors, vous ne voyez pas qu'avec cette loi, ça fait en sorte qu'il y ait deux Congolais. Il y a des demi-Congolais et des Congolais entiers. Non. Mais oui, c'est ça. Mais lorsque vous lisez la loi Tchani, voilà pourquoi ceux qui sont contre la loi soutiennent, ils disent, c'est comme si vous voulez faire l'exclusion. Les Congolais et les demi-Congolais, ceux-là qu'on appelle les demi-Dakar. Très bien, David. 50%, 50%. Vous faites cette analyse parce que vous voulez ramener cette loi sur les individus. Je comprends toute cette agitation, je comprends les débats qui se passent à la télévision, à la radio. C'est parce que vous voulez ramener ça aux individus. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'UDPS était dans l'opposition, ou bien l'UDPS n'avait pas la présidence, l'UDPS accepterait de défendre cette loi? En fait, je ne vous donne pas les réponses. Nous sommes dans ce qu'on appelle le monde moderne. Vous êtes journaliste, vous avez tous les outils nécessaires pour savoir ce que le peuple congolais pense. À défaut du référendum, vous êtes une grande chaîne de télévision. C'est pourquoi j'aime venir intervenir ici, parce que c'est une chaîne qui est un peu, qui dit des choses de façon objective. Faites un sondage. Qu'est-ce que les Congolais pensent de la loi Tchani? Moi, je ne dis pas que je soutiens ou je suis contre la loi, parce que je ne représente même pas les 0,00% des Congolais.
faites un sondage. Nous reviendrons ici sur votre chaîne de télévision pour que vous puissiez nous présenter qu'est-ce que les Congolais pensent de cette loi. C'est tout à fait normal que les législateurs ou que les Congolais protègent les fonctions stratégiques, les fonctions importantes de notre existence en tant que peuple, en tant que citoyen, en tant qu'État. Est-ce qu'avec cette loi, c'est tout à fait normal. Cette loi, ça va créer des bonnes relations avec des partenaires privilégiés du président Félix Tshisekedi, entre autres les États-Unis d'Amérique, la France et les autres, parce que pour eux, ils sont contre cette loi. Très bien. Et même l'Église catholique aussi. Je voudrais commencer par nos amis américains, que j'ai beaucoup de respect. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le processus électoral pour la première fois lorsque Barack Obama était candidat. Les opposants ont demandé à Barack Obama de prouver qu'il est né sur le sol américain. Parce que dans la loi américaine, pour être candidat, vous ne pouvez pas seulement être américain, mais vous devez naître sur le sol américain. À quoi cela a posé des problèmes? Mais nous, c'est ça la législation américaine. Mais notre constitution aussi a régi cela. Ne peut être président de la République que celui qui est congolais d'origine. Oui, mais bien sûr. Oui. C'est quoi un Congolais d'origine? Oui, un Congolais d'origine. La loi définit. La loi définit un Congolais d'origine. Alors maintenant, vous avez voulu ajouter... Il faut faire très attention. Non, mais parce je vous ai dit que Tchani n'a rien à voir avec l'Union pour la démocratie et le progrès. Mais il serait un sous-traitant. Non. Il ne serait pas un sous-traitant. L'UDPS, c'est un parti qui a beaucoup de cadres. Où il y a des intellectuels de haut niveau. Si l'UDPS veut agir, elle ne passera pas par la sous-traitance. Mais curieusement, c'est l'UDPS qui défend. Nous agirons avec responsabilité et efficacité pour prendre nos responsabilités devant la nation et devant les peuples congolais. Donc, pour vous dire que cette loi, aujourd'hui, qui est en train de faire beaucoup de débats, c'est parce que vous voulez ramener à quelques individus. Je donne l'exemple. Les individus vont passer, c'est tout comme beaucoup de gens parlent de Moïse Katumbi, l'Union pour la démocratie et le progrès social a sous-traité des gens pour écarter. Moïse, en tant qu'individu, va passer. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en tant qu'individu, passera. C'est tout comme Joseph Kabila, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, sont passés. Mais le plus important pour nous, en tant que peuple, en tant que citoyens, c'est de mettre les lois qui protègent la souveraineté de la République, l'intégrité du territoire, notre dignité en tant que peuple, en tant que citoyen. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Monsieur Jean On ne doit pas négocier avec qui que ce soit. Monsieur Jean Desdieux, autant de partis politiques que forment l'Union sacrée, comment il n'y a que l'UDPS qui soutient cette loi? En fait, je ne sais pas. On n'a pas vu la FDC, on n'a pas vu Ensemble, on n'a pas vu MLC, on n'a pas vu d'autres partis politiques. Donc, ces partis se sont beaucoup plus abstenus par rapport à ça. Mais on a vu, c'est l'UDPS. L'UDPS avec Noël Tchani en avant, ainsi qu'un Singhi Pouloulou. Les autres se sont beaucoup plus réservés. Mais voilà pourquoi les gens vous taxent comme étant, c'est vous qui sous-traitez ça. Merci David. C'est facile à tirer des conclusions sans avoir des éléments nécessaires qui appuient votre conclusion. Il n'y a aucun élément matériel qui montre que l'UDPS soutient la loi. C'est un exercice démocratique. C'est écrit dans la Constitution. Chaque citoyen est capable d'imaginer une proposition de loi. Mais si le citoyen congolais n'est pas député, il doit faire porter ça à un élu du peuple. C'est ça qui a été fait. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi la loi Sakata aussi, qui a créé aussi des remous. Très bien. Il y a aussi cette jurisprudence. Hein. Bien sûr, nous sommes d'accord. Si la loi Sakata, la loi Minako a posé des problèmes. Vous avez refusé d'en débattre. Ce n'est pas nous, c'est le peuple qui s'était opposé. Aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, si le peuple n'est pas d'accord avec la loi Tchani, il faut laisser le temps à la population de s'exprimer. Tous les Congolais ne sont pas membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et nous, en tant que parti politique, nous n'avons jamais interdit à qui que ce soit de sortir sur la rue pour manifester son point de vue. C'est démocratique. Vous n'avez pas répondu par rapport... J'ai répondu par rapport à votre partenaire privilégié, les États-Unis d'Amérique, qui est contre. Oui. Lui qui serait contre cette loi. J'ai répondu. Ma réponse a été claire. Alors, je m'excuse. Quelle est la relation entre l'UDPS et l'Église catholique? La République démocratique du Congo entretiendra toujours de bonnes relations avec les États-Unis,
tout comme avec l'Église catholique. Avec l'Église catholique. Est-ce qu'il y a des bonnes relations? Je vous ai donné le cas lorsque les Américains, les opposants demandent à Barack Obama de prouver qu'il est né sur le sol américain. Quel est notre problème dans tout ça? Et si aujourd'hui la République démocratique du Congo met en place des lois pour protéger la fonction du président de la République, et cela n'enlève à rien la nationalité de qui que ce soit. Je vous ai dit, vous les journalistes, plus de 90% des Congolais sont exclus d'être candidats président de la République avec la caution de 100 000 $. Pourquoi ces gens que vous êtes en train de citer ne réagissent pas? Moi, je suis professeur, je vous ai dit, pour que je sois candidat avec mon salaire de 1 000 $, mon frère David, il me faut 100 ans. C'est de l'exclusion. Et vous n'en faites pas un problème. Alors maintenant, vous pensez que ce qui touche à 2 ou 3 individus, il faut mobiliser la République, il faut mobiliser la communauté internationale, il faut mobiliser tout le monde pour protéger les individus. Le Congo appartient à des millions de personnes et des lois qui doivent être élaborées, des lois qui doivent être votées. C'est pour protéger les intérêts de l'ensemble de notre population. Relation entre l'UDPS et l'Église catholique. Quand on sait très bien que l'UDPS a été chouchouté par l'Église catholique, l'UDPS a été accompagné par l'Église catholique. Il vous souviendra, il y a cette affaire des 50-50. C'est-à-dire, voilà, 50-50. Mais aujourd'hui, l'UDPS commence à tirer à boulet rouge sur l'Église catholique. Très bien. Je suis très content de ce que vous venez de dire, mon frère David. Vous abordez une problématique importante. L'Union pour la démocratie et le progrès social en tant que parti au pouvoir. Moi, j'ai la chance d'être en même temps dans l'exécutif du parti et d'être parmi les décideurs en tant que conseiller principal du chef de l'État. Nous n'avons jamais eu la prétention de dire qu'on pouvait gouverner la République démocratique du Congo sans les confessions religieuses. Et surtout l'Église catholique qui est notre partenaire privilégié. Mon frère David, l'Église catholique gère les écoles de l'État, peut-être les meilleures. L'Église catholique gère les hôpitaux de l'État dans de très bonnes conditions. L'Église catholique paye les enseignants. L'Église catholique réalise des projets pour l'amélioration des conditions de vie de la population en République démocratique. Donc, c'est pour dire que l'Église catholique, c'est notre partenaire privilégié en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc, logiquement parlant, vous voulez parler de ce que le cardinal avait dit les jours des obsèques du fait cardinal Mosengo. Et là, je dois vous dire en vérité que, vous savez... Vous êtes dans l'opulence. Non, oui. Vous êtes dans l'opulence. Vous êtes dans l'opulence. Alors que le peuple est en train de moisir. Et vous êtes là, vous êtes professeur. Oui, vous êtes professeur et aussi coordonnateur des ACTED. Oui. Vous, en tant que conseiller au niveau de la présidence, vous vous retrouvez mieux que les autres. Très bien, je suis d'accord avec vous. Et le cardinal n'a pas parlé seulement de l'opulence. Vous savez, les cardinals, ce sont des gens qui font d'abord la philosophie. Et tout ce qu'ils disent, il faut avoir suffisamment, beaucoup d'éléments pour décrypter qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Donc, pour analyser ce qu'un cardinal, surtout les gens qui ont fait la philosophie, sont en train de dire, il faut être extrêmement prudent. Et je pense avoir un peu saisi l'essence du message du cardinal. Il y a 2 éléments importants. Le premier élément, dans son message, il parlait de la pauvreté dans laquelle notre peuple est plongé depuis plusieurs années. Le deuxième élément dans le message du cardinal, c'est ça que vous venez de dire. L'opulence dans laquelle beaucoup d'acteurs politiques vivent en République démocratique. Je reviens sur la pauvreté. Je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est que ce que le cardinal a dit, c'est une réalité. Si vous partez du Congo central, en passant par les Kwango, les Kwilu, vous allez dans les Kasai, Maïndombe, les Katanga, les Kivu, la province orientale et l'Équateur, vous venez à Kinshasa, les gens sont dans la pauvreté. Le cardinal a totalement raison. Et moi, je pense que dans ce que le cardinal voulait dire, c'était une interpellation des acteurs politiques. Il nous disait, attention, le peuple vit dans la précarité,
il faut mettre en place des stratégies nécessaires pour sortir le peuple de la stratégie. Mais ce que je voudrais ajouter dans ce que vous venez de dire, mon frère David, c'est que le cardinal dit exactement ce que le chef de l'État avait dit. Je vais vous donner une confidence. Le 25 Alors maintenant, pourquoi on a juillet, je m'excuse David, oui. le 25 juillet 2019, le président de la République réunit les membres de son cabinet. Il dit pratiquement ce que le cardinal a dit. Il nous dit, je vous ai donné 3 mois, c'était au mois de juillet, parce que finalement, nous, on était nommés au mois de mars. Je vous ai donné quelques mois pour vous imprégner comment les cabinets fonctionnent. Mais je me rends compte que vous êtes en train de faire des choses qui ne vont pas dans le sens du combat que nous avons mené tous ensemble. Il y a des gens qui rançonnent les gens, il y a des gens qui détournent, qui font des choses qui vont dans le sens d'aggraver la misère de notre peuple. Alors, si votre présence ici dans ces cabinets, ça, vous pouvez demander aux gens qui étaient là, si votre présence dans ces cabinets, c'est pour aggraver la misère de la population, vous n'avez pas de place ici. Si les choses ne changent pas, il y aura des sanctions. Et vous connaissez la suite de ce qui se passe. Donc, ce que le cardinal a dit, en termes de mais des sanctions seulement peut-être... C'est la même chose que les dispositions de l'État. Des sanctions peut-être seulement contre ceux qui ne sont pas des l'UDPS. Hein? Ceux qui ne sont pas des l'UDPS, ce sont eux qui sont sanctionnés, alors que ceux qui sont des l'UDPS ne sont pas sanctionnés. Et le 25 juillet 2019, les sanctions, on a vu Vital Kamerhe en prison, mais il fallait aussi qu'il y ait certains de l'UDPS être arrêtés. Non. C'était sélectif, non? David ne voyait pas les choses de cette manière. Je ne reviens pas sur ce qui est arrivé à mon ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe, dont j'ai beaucoup de respect. Mais je voudrais respect sur le principe. Ce que le cardinal a dit en rapport avec la pauvreté dans laquelle vit notre population. Le chef de l'État l'a dit. Mais la question la plus importante que vous devez nous poser, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que parti au pouvoir, pour lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo? Là, David, je vous dis que le président de la République l'a rappelé à plusieurs reprises. Pour lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo, pour le chef de l'État, son excellence Félix, et pour le gouvernement de la République, dont il est le chef, il y a 2 étapes importantes à franchir. La première étape, c'est la construction de l'État de droit. Vous le savez bien, sans état de droit, il n'y a pas de prospérité sociale pour un peuple. Et quand je parle de l'état de droit, les libertés individuelles et collectives garanties, la justice doit être remise sur les rails, il n'y a pas de personnes qui doivent être au-dessus de la justice. Ceux qui détournent l'argent de la République sont renvoyés devant la justice. La sécurité des personnes garantie, le climat politique apaisé, et la diplomatie de la République démocratique du Congo réactivée. La deuxième étape de la politique de l'Union pour la démocratie, qui est appliquée maintenant par le président de la République, c'est la relance économique de notre pays. Et c'est ça qui est en train de se faire. Donc, nous passons d'abord par la construction de l'état de droit, la relance économique et la prospérité de notre peuple. Là où je serai d'accord avec l'Église, et c'est ça que j'invite l'Église, donc j'ai beaucoup de respect, c'est de nous dire que l'approche que vous appliquez n'est pas bonne. Voici nos propositions. Nous serons d'accord avec l'Église. Et toutes les propositions seront les bienvenues. Nous avons besoin, en tant que leader politique, en tant qu'acteur gestionnaire de la République, de l'accompagnement des confessions religieuses. Nous n'avons aucune prétention d'être en contradiction avec l'Église, de s'opposer à l'Église. Nous avons la prétention de travailler la main dans la main avec l'Église catholique, qui est notre partenaire le plus important, et avec toutes les confessions religieuses, pour apporter des solutions aux problèmes de notre société. Merci beaucoup, professeur, de votre passage sur nos antennes. Pour terminer, vous êtes aussi coordonnateur adjoint de l'Agence de la transition écologique et développement durable. Une structure des plus encore au niveau de la présidence. Ah, vous dites une structure de plus. Des plus. Quelques secondes. Très bien. L'Agence congolaise n'est pas une structure de plus à la présidence de la République.
c'est une structure qui a été créée pour aider les institutions qui existent, les structures qui existent, pour amener les pays vers la transition écologique en République démocratique du Congo. Déjà en une année d'existence, l'Agence congolaise de la transition écologique a écrit ce que nous appelons le programme commun d'investissement de transition écologique et de développement durable. De ces programmes, nous avons 3 activités importantes qui sont nées. Les fonds nationaux d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, dont les textes ont été déjà rédigés et qui vont être déposés chez le Premier ministre. La banque verte pour mobiliser la finance climatique et carbone en faveur du développement durable de la République démocratique du Congo. Et enfin, les fonds nationaux du développement agricole. Merci. Tout ça, voilà. c'est l'œuvre de l'Agence congolaise d'attention créée par Merci beaucoup, professeur. Voilà, tout de suite. Dieu merci, Dimonekene. On va changer un tout petit peu de chapitre. Merci, professeur. Merci.
Alors, la gestion des immondices, quelle politique pour mettre fin à l'insalubrité à Kinshasa? Tini Ngobila a lancé Kinshasa Bopeto, mais il y a d'autres personnes qui réfléchissent aussi autrement. Nous allons parler de cette situation à Kinshasa, parce que ça commence un tout petit peu à devenir un peu embêtant. Hein. Lorsque vous longez certaines rues, alors vous trouverez trop d'immondices. Alors, la gestion des immondices. On va parler avec M. Dieu merci Dimonekene. Bienvenue. Bonjour, monsieur David. Voilà, bienvenue aussi à vous. Vous êtes analyste politique et puis vous vous intéressez beaucoup plus à la gestion des immondices. Et ici à Kinshasa, comment vous vous êtes retrouvé à pouvoir s'intéresser à cette gestion? En fait, je me suis retrouvé dans cette situation parce que à l'étranger, on pense que Kinshasa, c'est Kin-Label. Comme ça fait plus de 3 décennies que j'ai quitté le Congo. 3 décennies, ça peut... 3 décennies. Donc, je me rends compte que le Congo a besoin d'être représenté comme il se doit. Mais on s'est rendu compte très très vite que le Congo, ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Parce que la situation qui se passe au Congo, c'est vraiment pénible. Quand on se promène dans les rues de Kinshasa, ce qu'on trouve dans les rues de Kinshasa, ce n'est pas possible. Avant, c'était Kinshasa la belle. Léopoldville, maintenant, c'est devenu Kinshasa la poubelle. Donc, c'est ça qui m'a révolté. Et je me suis dit, bon, je ne critique pas le gouverneur, hein, Jantini. Je suis plutôt d'accord avec lui, avec l'idée de Kin Bopeto. Mais je trouve que ce n'est pas assez. C'est pas assez. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il fallait pour que ce soit beaucoup plus assez que les gens puissent vivre en toute propriété possible? Donc, on doit créer ce qu'on appelle les ramassages collectifs. Ramassage collectif. Oui, ramassage collectif et les tri sélectifs. Ça veut dire qu'on doit mettre des poubelles à chaque coin des rues de Kinshasa. Mais il y a des poubelles, non? Des poubelles qui sont là, qui sont mises. En tout cas, des grosses poubelles d'ailleurs, de couleur verte. Je n'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé de je n'ai pas trouvé. En tout cas, quand on se promène à Kinshasa, il y a des déchets partout. Kinshasa que j'ai connu, ce n'est pas possible. Donc, à cause des déchets, Kinshasa n'a plus de route. Donc, Kinshasa, quand tu passes, c'est inondé, c'est sale. Quand on est habillé chemise blanche ou une tenue correcte, exigée, comme on dit ici à Kinshasa, ça ne va pas. Tu rentres chez toi, tu es sale parce que Kinshasa est devenu Kinshasa la poubelle. Alors maintenant, vous, selon vous, vous proposez à ce qui est le ramassage, c'est ça? Je propose ce qui est les ramassages pour essayer de trier et créer l'énergie. Ça veut dire qu'on doit trier tout ce qui est déchets plastiques, verre et des déchets domestiques. Donc, on doit transformer ça en énergie pour permettre de donner aussi l'électricité à d'autres personnes, à d'autres quartiers qui n'existaient pas, l'électricité. Donc, avec ce qu'on va ramasser, trier, et puis on va transformer ça en énergie. Donc, ça peut donner quelque chose à la vie de Kinshasa parce que là, vraiment, ça ne va pas. Est-ce que vous avez déjà tenté cette expérience d'où vous venez ou tenté cette expérience ailleurs pour qu'aujourd'hui, ça soit tenable ici à Kinshasa? Nous travaillons avec la communauté de Montreux, la ville de Montreux, en France. Oui, dans le 77 130 Montreux. Et quand vous vous promenez dans la ville de Montreux, vous vous retrouvez vraiment. On se dit que non, ce que je vois ici, avec la ville à laquelle je travaille, donc on peut ramener ça dans mon pays, le Congo. Donc j'ai tenté d'envoyer des courriers ici à Kinshasa, à nos gouvernants, tout ça, mais je n'ai jamais eu de réponse. C'est pour ça que je me suis dit, je vais me déplacer sur place, peut-être ils vont avoir le temps de m'écouter. Alors, quand vous êtes venu ici, vous avez eu à contacter des personnes ou des autorités pouvant vous aider à réaliser votre mission? J'ai contacté, mais c'est en vain parce qu'il n'y a personne qui ne répond. Si tu n'as pas le pouvoir de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'amener quelque part pour voir les chefs. Donc, il y a toujours des barrages, il faut passer par celui-ci, celui-ci dit, si tu ne me donnes pas tant, tu ne peux pas voir telle personne, si tu ne peux pas passer par ça, tu ne peux pas voir. Donc, c'est difficile. Alors, vous voulez vous adresser particulièrement à qui? Au gouverneur, Jantini Ngobila, au ministre de l'Environnement ou à quelle autre autorité qui vous suit en ce moment d'ailleurs? Je pense plutôt m'adresser directement au ministre de l'Environnement. Au ministre de l'Environnement? Oui, je préfère parce que M. Jantini, il a d'autres dossiers, je pense, à gérer. Donc, c'est pour ça que, bon, peut-être... Mais pourquoi d'abord, dans un premier temps, n'est pas allé chez le gouverneur Jantini Ngobila, dans sa politique de Kinshasa Bopeto, lui proposer aussi une telle proposition pour qu'il puisse quand même analyser?
J'ai envoyé des courriers, plusieurs courriers j'ai envoyé. Chez le gouverneur, je n'ai jamais eu de réponse. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi-même me déplacer sur place et essayer de voir plus haut. Mais ce qui est difficile, pour croiser ces gens-là, c'est difficile. Ici à Kinshasa aussi, même voir le gouverneur, c'est difficile? Ah, c'est difficile. C'est très, très difficile. C'est un circuit fermé. Donc, je pense que nous nous retrouvons comme avant. Donc, pour voir nos autorités, il faut passer par telle personne. Donc, c'est vraiment devenu une situation inadmissible. Alors, le ministre de l'Environnement, où est-ce que vous en êtes? Parce que vous parlez du ministre de l'Environnement, vous voulez certainement vous adresser particulièrement à lui. Est-ce que vous avez eu à mener des démarches pour arriver à l'atteindre? Comme les démarches sont difficiles ici à Kinshasa, c'est pour ça que je me suis permis de passer à la télé pour essayer de dénoncer ce que je vois à Kinshasa. Ce que je vois à Kinshasa, peut-être ils vont m'écouter comme ça. Et voilà. Et par rapport à vous, le projet, parce que qui dit vous n'allez pas vous adresser comme ça, il faut avoir des projets, il faut avoir rempli quand même certains critères. Est-ce que ça a été fait? Mais bien sûr, je suis venu à Kinshasa avec une recommandation que je peux vous montrer. Oui, donc, effectivement. Sans vouloir montrer à la télé, vous pouvez vous-même lire au fond de vous. Donc vous allez voir. Ok, c'est voilà, je vois la recommandation, ok. Et maintenant, vous brandissez cette recommandation partout où vous passez, c'est ça? Non, je n'essaye pas parce que je me dis peut-être que ça ne sert à rien. Donc il faut que j'essaye de contacter d'autres personnes. Parce que je vois que les choses avancent à Kinshasa. J'ai vu d'autres situations qui avancent. Exemple, la situation des téléphonies, là, que je vois les rames. Situation du RAM, je vois que les Quinois en parlent, mais pas assez. Donc je me suis... Et comment vous jugez cette situation des rames à Kinshasa? En fait, les situations... Et vous saluez aussi ça? Parce qu'il y a beaucoup de Quinois qui se plaignent. Non, en fait, le problème, c'est quoi? Vous savez, les États-Unis, qu'on a cité tout à l'heure, c'est un grand monde, mais ça n'a pas été créé en un jour. Donc il faut du temps. Les rames, c'est bien pour les Congolais. C'est bien, c'est bien pour les Congolais. Oui, c'est bien pour les Congolais parce que ça va permettre qu'un jour, qu'il y a la Wi-Fi partout, qu'un jour, il y a la fibre optique partout, ça va permettre aux Congolais d'être connectés. C'est justement, je pense que c'est les formations qui est mal véhiculée. Donc quand on passe, exemple, à la ville de Kitambo, je vois qu'il y a la Wi-Fi gratuite. Oui, mais le Wi-Fi qui est au niveau des Kitambo, c'est à faible vitesse. Ceux qui sont là, ils s'en plaignent parce que ce n'est pas le Wi-Fi tant attendu. Vous n'allez pas télécharger de grands documents. Il y a certains étudiants au niveau des Lunikin qui peinent à travailler avec ces Wi-Fi-là. Alors, l'on se demande pourquoi il y a encore ces rames qui continuent encore à bousiller les unités des paisibles citoyens. Mais c'est tout à fait normal parce qu'au début, chaque chose, il y a toujours des difficultés. Les difficultés, c'est quoi? Les peuples congolais vont voir les choses aller au plus vite. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Parce que quand on commence quelque chose, ce n'est pas nous qu'on développe ça. C'est d'autres personnes qui sont en train de développer ça pour nous. Donc, il faut payer ces gens-là. Le Congo n'a pas de budget. Le Congo n'a pas de budget. Déjà, quand on voit le budget du Congo, c'est 6 milliards de dollars américains. Je pense que ce n'est pas assez déjà. Donc, déjà, la vie sociale des Congolais, ça ne va pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut véhiculer l'information petit à petit et les Congolais doivent être patients pour voir la réussite du RAM. Et la vie sociale congolaise déjà ne permet pas parce que quand je vois les sociales congolais, donc ça ne va pas pour moi. Alors si déjà au niveau du social, ça ne va pas, alors vous appuyez encore les RAM. Vous ne voyez pas, c'est encore surcharger cette population qui peine d'ailleurs à réunir le 2 bouts du mois pour résoudre tant soit peu les problèmes de la population. Mais ce n'est pas les problèmes de la population. Les problèmes c'est pas les social congolais, ce n'est pas le problème de la population. C'est quel problème? Le problème du gouvernement. Le gouvernement doit créer pour que sa population se retrouve. Vous savez, quand on voit un professeur qui va à l'école, qui va transmettre les savoirs aux enfants congolais, il est payé 50 $. Et est-ce qu'avec les 50 $, le gouvernement a calculé les 50 $, ça va suffire à la personne? Comment la personne va faire pour payer les loyers? Comment la personne va faire pour nourrir ses enfants? Comment la personne va faire pour lui-même payer les études de ses enfants? Ce n'est pas normal. Vous savez, je me suis dit au Congo, il faut quand même que les ministres prennent en charge de se déplacer eux-mêmes sur le terrain pour essayer d'aller voir. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. On voit, c'est difficile quand vous êtes ministre de rester tout le temps au bureau. On voit beaucoup de ministres qui descendent sur le terrain. Ici à Kinshasa, ils sont là. La plupart ne sont pas que des bureaucrates. Non, je suis d'accord, mais ça, c'est la politique des façades, on appelle ça. C'est la politique des façades? Oui, c'est la politique des façades. Donc, au dessin, une fois tous les 1 an, c'est pas assez.
Vous savez, ce n'est pas assez. Donc le peuple congolais doit se retrouver. Oui, mais non, vous demandez au ministre de descendre sur terrain pour quel résultat? Il y a ceux qui descendent, mais il n'y a pas de résultats. Si déjà vous ne facilitez pas assez que cette population puisse se retrouver, ce sera compliqué. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, vous savez, au Congo, il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils n'ont pas de fiches de paye. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui travaillent qui n'ont pas de fiches de paye. Ça veut dire que quand on n'a pas la fiche de paye, déjà, c'est difficile. Ça veut dire que les patrons peuvent vous dégager, peuvent vous virer à tout moment. C'est lui qui décide de vous virer. Donc, quand il vous vire, et vous allez vous retrouver nulle part. Vous ne pouvez même pas porter plainte contre lui parce que vous n'avez pas de preuves que vous êtes employé chez lui. Donc, ça, c'est des situations qui doivent changer. Donc, c'est au ministre du Travail de descendre sur le terrain, voir ce qui se passe. Vous savez, je suis rentré dans les magasins, ce que vous appelez les supermarchés. Donc, je vois les Congolais qui travaillent à la caisse et derrière eux, il y a les autres étrangers qui sont derrière pour regarder les Congolais qui travaillent. Et en Europe, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. En Europe, ce n'est pas comme ça. On fait confiance à la personne. Il y a déjà les caméras. Il y a les caméras qui surveillent. Pourquoi mettre encore quelqu'un derrière pour surveiller les Congolais? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Congolais, il est maltraité chez lui-même. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, pour moi, ce n'est pas normal. Donc, il doit se faire au Congo comme il se fait ailleurs. Donc, c'est comme ça que moi, j'analyse la politique du Congo. Voilà, vous analysez la politique du Congo. Maintenant, nous revenons par rapport à la gestion des immondices. Vous dites que vous proposez à ce qui est le ramassage, lorsqu'il y aura ce ramassage, c'est pour la transformation de ces immondices en énergie. Et par rapport à ça, vous dites que vous rencontrez beaucoup plus de difficultés chez différentes autorités. Bien sûr, parce que vous connaissez, hein, on ne va pas se voiler la face. Est-ce que vous avez déjà d'abord un budget que vous êtes déjà assigné par rapport à ça, par le ramassage de ces immondices, pour la transformation en énergie? J'ai tout ce qu'il faut devant moi. J'ai tout ce qu'il faut devant moi. Donc, malheureusement, j'ai ramené tous les dossiers. Donc, j'ai déjà les budgets, tout ce qu'il faut pour que le Congo puisse avoir la propriété, qu'on arrête cette situation parce que ça donne des maladies. Vous savez, quand on rentre chez nous, on est malade. La maladie, ça devient à cause de quoi? C'est la saleté, poussière et microbes. Donc tout ça... Et maintenant, il y a des sachets ici non biodégradables. Comment vous allez vous en sortir? Est-ce que vous avez vérifié cette information, que c'est biodégradable? Oui, on a vu les sachets où on vend de l'eau pure. Ce sont des sachets non biodégradables. Mais c'est là où il faut créer pour ramasser. Et quand on va ramasser ça, les tri sélectifs, donc ça va nous permettre de faire quelque chose avec ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Dieu merci Dimoneke. Voilà, surtout de votre passage. Et nous espérons que les autorités vont devoir écouter tout ce que vous avez amené pour la RDC et que vous serez certainement les bienvenus et que les portes vous seront certainement ouvertes. Merci. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, pour ce soir. Tout à l'heure, la grande édition de Gloria Mbuya Mutala. Il sera 20 h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19 h ici à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.